Après les funérailles de ma mère, mon père a installé sa maîtresse chez nous et m'a mis à la porte. 8 ans plus tard, j'étais son avocat. J'avais 16 ans quand mon père a remplacé ma mère décédée par sa maîtresse et m'a jeté à la rue. J'ai juré de le faire payer. 8 ans plus tard, sa maîtresse est entrée dans mon cabinet d'avocat couverte de bleu, implorant de l'aide. Mon père n'avait aucune idée que l'avocat qui allait le ruiner était son propre fils. La poussière de Red Clay Road était une partie permanente de nos vies. Elle se déposait sur les rampes du porche, s'infiltrait à travers les moustiquaires et recouvrait chaque surface d'un film fin couleur rouille. C'était la couleur du sang séché, et certains jours, on avait l'impression que le monde entier se vidait lentement de son sang. Notre maison, une structure fatiguée qui avait connu de meilleures décennies, s'affaissait sous le poids du ciel de Pennsylvanie, sa peinture blanche s'écaillant comme une peau brûlée par le soleil. J'avais 15 ans, et j'avais appris à mesurer mes journées non pas au soleil, mais au bruit du pick-up de mon père. Le grondement lointain quand il quittait l'autoroute principale était une sonnette d'alarme. Cela donnait à ma mère, Hélène, juste assez de temps pour lisser sa robe, forcer un sourire sur son visage las, et faire taire ma petite sœur de 7 ans, Maya, dans un état de silence vigilant. C'était un exercice que nous exécutions avec l'efficacité sinistre de soldats. Mon père, Marcus, avait 2 formes. La première était l'homme sobre, une créature de silence lourd et de ressentiment qui couvait. Il se déplaçait dans notre maison comme un fantôme hantant sa propre vie, ses yeux vides, ses épaules affaissées sous le poids d'un emploi d'usine qu'il avait perdu et d'une fierté qu'il ne pourrait jamais récupérer. La seconde, celle que nous craignions vraiment, était l'homme qui émergeait du fond d'une bouteille de whisky. Cet homme n'était pas un fantôme. C'était un monstre. Je me souviens d'un samedi après-midi de fin d'automne. L'air était vif, et les dernières feuilles d'automne s'accrochaient obstinément aux branches. J'étais dans la cour avec Maya, essayant de lui apprendre à lancer une balle de baseball sans fermer les yeux. Le grondement familier a commencé, et nous nous sommes figés. Le camion est arrivé sur la route plus vite que d'habitude, projetant du gravier, et s'est arrêté dans un crissement. Marcus est sorti, claquant la portière assez fort pour faire trembler les fenêtres. Il a contourné l'avant de sa Ford Chérie, sa tempe pulsant. Il s'est arrêté, s'est penché, et a passé un doigt sur une minuscule rayure presque invisible sur le pare-choc. Je ne l'avais même pas vu se faire. Personne ne l'avait vu. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas crié. C'était pire. Silas, dit-il, sa voix dangereusement basse. Viens ici. J'ai marché vers lui, mon cœur martelant contre mes côtes. Maya avait déjà disparu dans la maison. Fille intelligente. Tu vois ça? Il pointait la rayure. Tu vois ce qui arrive quand les gens sont négligents? Quand ils ne respectent pas ce qui m'appartient? Je ne savais pas quoi dire. Je ne l'ai pas fait, papa. Il m'a ignoré. Je vais le réparer, et tu vas regarder. Tu vas rester là et apprendre une leçon sur comment prendre soin des choses. Il a passé l'heure suivante avec un chiffon de polissage et une boîte de cire, frottant méticuleusement la petite imperfection, et il m'a fait rester là, immobile, pendant que le soleil se couchait et que l'air froid mordait ma peau. Il me jetait occasionnellement un coup d'œil, un sourire cruel sur le visage, murmurant juste assez fort pour que je l'entende. Les choses sans valeur se cassent. Les choses inutiles sont jetées. Il ne parlait pas du camion. Nous le savions tous les deux. Ma mère regardait depuis la fenêtre de la cuisine, sa main pressée contre le verre, son visage un masque d'angoisse impuissante. Cette nuit-là, longtemps après qu'il se soit évanoui sur le canapé, j'étais allongé dans mon lit, le froid de la cour encore installé profondément dans mes os. Je fixais le plafond et j'ai fait un vœu silencieux. Ce n'était pas la promesse d'un enfant d'être sage. C'était la promesse d'un homme, forgé dans l'humiliation et la rage. Je deviendrai plus fort. Je deviendrai plus intelligent. Et un jour, je sortirai ma mère et ma sœur de cette maison sur Red Clay Road. Loin de la poussière et du silence et du monstre qui se faisait appeler notre père. Les mois qui ont suivi ont été une masterclass de tension. L'air dans notre maison s'est épaissi de choses non dites, un brouillard suffocant de peur et de ressentiment. Marcus a perdu un autre emploi à temps partiel dans un garage, et la bouteille de whisky est devenue son seul confident. Ces périodes de silence sobre sont devenues plus courtes, et les tempêtes d'ivrogne plus fréquentes. C'est pendant cette période que j'ai commencé à entendre les chuchotements. Ils venaient de derrière la porte fermée de la chambre de mes parents tard dans la nuit. Je pressais mon oreille contre le bois, ma respiration retenue dans ma poitrine. Je ne pouvais pas distinguer tous les mots, juste des fragments portés sur les vagues de la colère gutturale de mon père et des sanglots suppliants de ma mère. Mais un nom ressortait avec une clarté glaçante. Brenda, je t'ai vu lui parler encore. Marcus, la voix de ma mère, mince et tremblante. Tu es folle, femme. Tu vois des choses, bégayait-il en retour. Lâche-moi. Mais il ne pouvait pas la regarder dans les yeux le lendemain matin à la table du petit déjeuner. Je l'ai vu, le sentiment de culpabilité rapidement éteint par un regard qui défiait n'importe lequel d'entre nous de le défier. Ma mère est juste devenue plus silencieuse, la lumière dans ses yeux s'assombrissant un peu plus chaque jour. Elle a commencé à porter des chemises à manches longues, même quand l'air printanier se réchauffait, et je savais qu'elle cachait de nouveaux bleus, de nouveaux badges de sa souffrance silencieuse. Au milieu de ce cauchemar vivant, il y avait un sanctuaire, le vieux chêne dans notre arrière-cour. C'était une chose colossale, ses branches s'étendant comme des bras massifs, ses racines épaisses et noueuses, perçant la terre.
Il était là depuis 100 ans, un témoin silencieux de tout. Un après-midi, après une nuit particulièrement mauvaise, ma mère nous a emmenés Maya et moi vers l'arbre. Elle n'a rien dit sur la dispute ou le bruit d'une assiette se brisant contre le mur de la cuisine. Elle nous a juste fait asseoir à sa base, appuyant sa tête contre l'écorce rugueuse. Tu vois cet arbre, Silas, dit-elle doucement, son regard fixé sur la canopée au-dessus. Ses racines sont profondes, elles descendent plus loin que tu peux l'imaginer, le maintenant stable. Peu importe à quel point la tempête est mauvaise, à quel point le vent souffle fort, il tient bon, il ne se casse pas. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux remplis d'une intensité désespérée et déchirante. Tu dois être comme cet arbre, Silas. Tu dois être fort dans tes racines. Tiens bon pour Maya. Tiens bon pour moi. Promets-le-moi. Je promets, maman, ai-je chuchoté, ma voix épaisse de larmes retenues. Cette nuit-là, j'ai trouvé un vieux carnet à spirale au fond de mon placard. J'ai commencé à écrire. Je ne savais pas exactement pourquoi. J'avais juste l'impression que c'était quelque chose que je devais faire. J'ai tout documenté. La date, l'heure à laquelle il rentrait, ce qu'il avait bu. J'ai décrit les disputes, les insultes, les bruits venant de l'autre pièce. 14 octobre, sentait la bière. A crié après maman parce que le dîner était froid. Entendu un bruit sourd. Elle a un nouveau bleu sur le bras aujourd'hui. J'ai caché le carnet sous une planche lâche dans mon placard. Une histoire secrète de la décomposition de notre famille. C'était une défense pathétique, l'arme d'un enfant contre un géant, mais c'était tout ce que j'avais. Le chêne était mon symbole de force, et ce carnet était ma racine, mon encre dans la tempête, ma tentative désespérée de tenir bon. J'ai eu 16 ans, un âge qui aurait dû être question d'obtenir un permis de conduire ou de tâtonner à travers un premier rendez-vous. Pour moi, c'était apprendre à lire les changements subtils dans les humeurs de mon père, devenir un expert dans l'art d'être invisible. Mais l'invisibilité ne pouvait pas nous protéger pour toujours. Le jour où c'est arrivé était un mardi de mai. Le ciel était d'un bleu brillant sans nuages, une moquerie cruelle de l'obscurité qui était sur le point de descendre. Je travaillais un quart de travail dans une épicerie locale, stockant des étagères pour quelques dollars de l'heure, de l'argent que j'économisais secrètement dans une boîte de café enterrée dans les bois derrière notre maison. C'était mon fond d'évasion. Je suis rentré plus tard que d'habitude. La première chose qui m'a frappé était le silence. Pas le silence tendu et vigilant auquel nous étions habitués, mais un silence creux et mort. La télévision était éteinte. La radio ne jouait pas. Je suis entré dans le salon et j'ai trouvé mon père assis sur le canapé. Il était sobre. Ses mains reposaient sur ses genoux, il fixait le mur. L'immobilité en lui était plus terrifiante que n'importe quelle rage d'ivrogne. « Papa » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il a tourné sa tête lentement, ses yeux comme deux éclats de glace. « Ta mère » dit-il, sa voix plate, dépourvue de toute émotion. Elle est tombée. Dans les escaliers. Les mots n'avaient pas de sens. Mon esprit refusait de les traiter. Tombée ? Ma mère était aussi gracieuse et prudente qu'une biche. Elle connaissait ces escaliers grinçant mieux que quiconque. Quoi ? Ai-je bégayé, faisant un pas en avant. Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle est tombée ? Est-ce qu'elle va bien ? Où est-elle ? L'ambulance l'a emmenée. À l'hôpital. Il s'est levé et, pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait en fait montrer un peu d'humanité. J'avais tort. C'était un accident, tu m'entends, dit-il, sa voix se durcissant. Un accident maladroit. Je n'ai pas attendu davantage. J'ai couru vers la porte, mon tablier d'épicerie encore attaché autour de ma taille, et j'ai sprinté les 2 miles jusqu'à l'hôpital de la ville. Mes poumons brûlaient et mes jambes faisaient mal, mais je ne me suis pas arrêté. Une infirmière au visage gentil et fatigué m'a rencontré dans la salle d'urgence. « Tu es le garçon d'Hélène » demanda-t-elle doucement. J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a conduit dans un couloir blanc stérile vers une petite salle d'attente privée. Maya était déjà là, recroquevillée dans une chaise en plastique, serrant la poupée de chiffon que ma mère avait faite pour elle. Son visage était taché de larmes, son petit corps tremblant. Ma tante, la sœur de ma mère, était avec elle, mais j'ai à peine enregistré sa présence. Le médecin est entré quelques minutes plus tard. C'était un homme dans la cinquantaine avec de la tristesse gravée dans les rides autour de ses yeux. Il a parlé en ton bas et mesuré d'un traumatisme crânien sévère, d'hémorragie interne, de comment ils avaient tout fait ce qu'ils pouvaient. « Je suis désolé, fiston, dit-il, posant une main sur mon épaule. Elle ne s'en est pas sortie. Le monde s'est dissous en un bourdonnement dénué de sens. Ils m'ont laissé la voir. Elle était allongée sur un lit d'hôpital, son visage pâle et immobile. Les lumières fluorescentes de la chambre étaient impitoyables, illuminant les bleus sombres et laids qui fleurissaient sur son cou et le côté de son visage. Ce n'étaient pas les bleus d'une simple chute. Ils avaient la forme de doigts. La forme d'un poing. Ils étaient une accusation. Je suis resté là, tenant sa main froide et sans vie, et je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Dans cette chambre stérile et silencieuse, mon chagrin a été brûlé par un feu de rage pure et froide. Je savais. Il avait menti. Ce n'était pas un accident. Il l'avait finalement brisé. La lumière de ma vie avait été éteinte, et je savais, avec une certitude qui s'installait dans la moelle même de mes os, qu'il avait fait.
Les funérailles ont été une affaire surréaliste et étouffée. Les voisins sont venus, avec des casseroles et des platitudes vides, leurs yeux remplis d'une pitié que je ne voulais pas et d'une suspicion qu'ils n'osaient pas exprimer. Tout le monde dans notre petite ville connaissait le tempérament de Marcus Thorne. Ils avaient entendu les cris. Ils avaient vu les bleus fanés de ma mère. Mais personne n'avait jamais rien fait. Leur silence était une arme qu'il avait utilisée contre nous pendant des années. Mon père a joué le rôle du veuf en deuil avec une perfection nauséabonde. Il s'est tenu près du cercueil dans un costume emprunté, son visage un masque de chagrin, acceptant les condoléances avec un hochement de tête solennel. Mais je l'ai vu. J'ai vu le soulagement dans ses yeux. Il était libre. Je voulais crier. Je voulais me lever dans cette église et dire à tout le monde la vérité. Je voulais leur montrer les bleus que j'avais vus, leur lire les entrées de mon carnet secret. Mais je n'étais qu'un gamin de 16 ans. Qui me croirait plutôt que la parole d'un homme adulte? Mon carnet n'était que les griffonnages d'un enfant. Je n'avais aucune preuve, seulement une certitude qui me déchirait les entrailles. Les jours après les funérailles ont été encore pires. La maison semblait caverneuse et hantée, chaque grincement des planchers un souvenir de ma mère. Mon père me parlait à peine, à Maya et moi. Il buvait juste, laissant la maison tomber dans un état de négligence. Puis, exactement 2 semaines après avoir enterré ma mère, je suis rentré de l'école pour voir une voiture étrange dans notre allée. Je suis entré, et elle était là, debout dans la cuisine comme si elle possédait l'endroit. C'était Brenda, la femme des chuchotements. Elle était plus jeune que ma mère, avec des cheveux blonds décolorés et des yeux perçants et évaluateurs. Elle se versait une tasse du café de ma mère dans la tasse préférée de ma mère. « Tu dois être Silas, dit-elle, sa voix sirupeuse et douce. Elle a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Mon père est entré du salon, un sourire authentique sur le visage, une vue si rare que c'était comme voir le soleil se lever à l'ouest. Silas, voici Brenda. Elle va rester avec nous pendant un moment. Rester avec nous. Les mots flottaient dans l'air, épais et toxiques. 2 semaines. Cela faisait 2 semaines. Le côté de ma mère dans le placard était encore rempli de ses vêtements. Son parfum persistait encore dans la maison. Et cette femme, cette usurpatrice, se tenait dans sa cuisine, buvant dans sa tasse. La tentative initiale de Brenda d'être douce a duré environ un jour. Une fois qu'elle a été sûre de sa position, sa vraie nature s'est révélée. Elle était un tyran mesquin. Elle a jeté une boîte des vieux livres de ma mère, prétendant qu'ils étaient du désordre. Elle se plaignait de la façon dont je la regardais, de la façon dont Maya jouait trop bruyamment. Elle était un monstre différent de mon père. Il était une tempête, bruyante et destructrice. Elle était un poison, s'infiltrant lentement dans chaque coin de nos vies. Un après-midi, je suis rentré et je l'ai vue debout au-dessus de Maya, son visage tordu en un rictus. Dans sa main était une petite photographie encadrée de ma mère et moi, prise il y a des années dans une foire du comté. Je pense que nous devons faire de la place pour de nouveaux souvenirs, tu ne crois pas, dit Brenda, sa voix dégoulinante de malice. Et puis, elle a laissé le cadre glisser de ses doigts. Il a touché le sol et le verre s'est brisé. Elle m'a regardé, un sentiment de triomphe dans ses yeux, comme pour dire, tu vois, je commande maintenant. Tout ce que tu aimes, je peux le casser. La maison est devenue une cocotte-minute. Chaque jour, la tension montait d'un cran. J'ai appris à me déplacer comme une ombre, évitant à la fois mon père et Brenda. Tout mon être était concentré sur une chose, protéger Maya. Je lui préparais le petit déjeuner, la conduisais au bus scolaire, et l'aidais avec ses devoirs dans le calme de notre chambre, créant une petite bulle de normalité dans un monde devenu fou. J'étais son frère, son parent, son protecteur. C'était la seule chose qui me gardait sain d'esprit. Brenda semblait ressentir mon lien avec Maya plus que tout. Elle le voyait comme une rébellion silencieuse, un territoire qu'elle ne pouvait pas conquérir. Elle a commencé à trouver de petites façons cruelles de punir Maya pour ma défiance. Elle oubliait de lui préparer un déjeuner. Elle cachait sa poupée préférée. Chaque acte était un petit coup, une façon de me blesser à travers la seule personne qu'il me restait à aimer. Le point de rupture est arrivé par une froide nuit de samedi, environ un mois après que Brenda ait emménagé. Je venais de rentrer de mon quart de travail à l'épicerie, mes muscles endoloris et mes mains sentant le carton et le désinfectant. Dès que j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai entendu la voix stridente de Brenda résonner du salon. Espèce de fille stupide et maladroite. Regarde ce que tu as fait. J'ai couru à l'intérieur. Maya se tenait près de la table basse, son petit corps tremblant, des larmes coulant sur ses joues pâles. Un verre de jus était couché sur le côté, une flaque sombre et collante s'étendant sur le tapis usé. C'était un accident, une simple erreur d'enfant. Pour Brenda, c'était une déclaration de guerre. Je suis désolé, murmura Maya, sa voix étouffée par les sanglots. Désolé ne répare pas, hurla Brenda, levant sa main comme pour la frapper. Quelque chose en moi a craqué, la rage que j'avalais depuis des semaines, le chagrin que j'avais enterré. Tout a explosé en un seul rugissement protecteur. Laisse-la tranquille, dis-je, ma voix basse et tremblante de fureur. Je me suis déplacé pour me tenir entre Brenda et ma sœur. Brenda s'est retournée contre moi, ses yeux flamboyants. Oh, le grand frère vient à la rescousse? Qui diable crois-tu être, me parler comme ça dans ma propre maison? Ce n'est pas ta maison, grognai-je, tirant Maya derrière moi.
Et tu ne poseras pas la main sur elle. Juste à ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte et Marcus a trébuché à l'intérieur. Il était ivre, ses yeux injectés de sang et sans concentration. L'odeur de whisky a rempli la pièce comme un nuage toxique. Brenda a vu son opportunité. Son visage s'est instantanément froissé en un masque de victimisation feinte. Elle a couru vers lui, pointant un doigt tremblant vers moi. Marcus, Dieu merci tu es à la maison. Ton fils, il m'a menacé. Il pense qu'il dirige cet endroit. Il m'a dit de sortir. La tête de mon père s'est brusquement tournée vers moi. Toute sa frustration d'ivrogne, toute sa haine de soi a trouvé une cible immédiate. Tu l'as menacé, hurla-t-il, son visage devenant rouge tacheté. Il s'est élancé en avant, ses mouvements maladroits mais puissants. Il a attrapé le devant de ma chemise, tordant le tissu jusqu'à ce qu'il m'étrangle. Son souffle était chaud et aigre sur mon visage. Tu veux être l'homme de la maison? Tu veux me défier? Je protégeais ma sœur, réussis-je à articuler, essayant de le repousser, mais il était trop fort. Tu n'es rien, rugit-il. Il m'a traîné, luttant, vers la porte d'entrée. Il a tâtonné avec la serrure, a ouvert la porte d'un coup, et m'a poussé de toutes ses forces. J'ai trébuché en arrière, atterrissant durement sur les marches en béton froid et humide. L'air nocturne était une gifle au visage. Ce n'est plus ta maison, cria-t-il, sa silhouette une ombre sombre et menaçante dans l'embrasure de la porte. Si tu ne peux pas respecter la femme de cette maison, alors sors. La porte a claqué. Le son a résonné dans la rue silencieuse. J'ai entendu le verrou cliquer en place, un point final métallique sur mon enfance. Je suis resté assis là sur les marches, la bruine d'une pluie froide de novembre commençant à tomber, trempant ma veste mince. Je n'avais rien. Pas de téléphone, pas d'argent, juste les $32 dans ma poche de mon chèque de paie et un uniforme dans mon sac à dos. À travers le bois de la porte, je pouvais entendre les cris frénétiques et déchirants de Maya. Ma promesse à ma mère d'être les racines du chêne, brisées sur le béton froid. J'avais échoué. Le froid s'est infiltré dans mes os, un froid profond et invasif qui n'avait rien à voir avec la pluie de novembre. Je suis resté assis sur ces marches pendant ce qui semblait des heures, fixant la porte fermée, la lumière jaune et chaude brillant dans les fenêtres d'une maison qui n'était plus la mienne. Chaque fibre de mon être me criait de marteler la porte, de la démolir, d'attraper Maya et de fuir. Mais la partie rationnelle de mon cerveau, celle qui m'avait gardé en vie pendant 16 ans, savait que c'était un suicide. J'étais un garçon. Il était un homme alimenté par le whisky et la rage. C'était un combat que je ne pouvais pas gagner. Pas encore. Finalement, les larmes sont venues. Des larmes chaudes et silencieuses de rage et d'impuissance. J'ai finalement réussi à me lever, mes jambes raides et tremblantes. J'ai serré ma veste mince plus fort et je me suis éloigné de la seule maison que j'avais jamais connue, le son des cris de ma sœur s'estompant derrière moi. J'ai erré dans les rues désertes de notre petite ville, la pluie plaquant mes cheveux sur mon front. Je n'avais nulle part où aller. Les parents de mes amis connaissaient mon père. Ils n'oseraient pas m'accueillir et risquer sa colère. La nuit a été un flou de marche, de cachette dans les ombres des vitrines, d'essayer de continuer à bouger pour rester au chaud. J'ai fini dans le parc de la ville, blotti sous le toit fragile de l'abri de pique-nique, mon sac à dos serré contre ma poitrine comme un radeau de sauvetage. Les $32 semblaient à la fois une fortune et rien du tout. Alors que l'aube se levait, peignant le ciel en nuances de gris et de rose, un nom a fait surface dans mon esprit désespéré. Oncle David. Le frère aîné de ma mère. Il vivait à 2 villes de là. À 40 minutes de route que je n'avais aucun moyen de faire. Il était mécanicien, un homme tranquille et pragmatique qui avait cessé de nous rendre visite il y a des années, incapable de supporter la vue de ce que Marcus faisait à sa sœur. Il avait été aux funérailles, son visage comme un masque de pierre, et il avait serré mon épaule en disant « Tu es un bon gamin, Silas ». J'ai trouvé un téléphone public devant une station-service. Mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu 3 essais pour composer son numéro, dont je me souvenais miraculeusement. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix épaisse de sommeil. « Oncle David, dis-je, ma voix se cassant. Il y a eu une pause. « Silas ? Qu'est-ce que… » Il est 6 heures du matin. L'histoire est sortie de moi en un torrent de mots brisés. La dispute, Brenda, mon père, être jeté dehors. Je n'ai rien omis. J'ai terminé, et le silence à l'autre bout de la ligne était lourd. Merde. Il a finalement soupiré, un monde de lassitude dans ce seul juron. Je savais que ça arriverait. J'avais dit à ta mère. Il s'est interrompu. Où es-tu? Je lui ai dit. Reste là. Ne bouge pas, dit-il et raccrocha. 1 heure plus tard, son vieux pick-up Chevy cabossé s'est arrêté à la station-service. Il est sorti et m'a juste regardé. J'étais un spectacle pathétique, trempé jusqu'aux os, frissonnant, avec des cernes sous les yeux. Il ne m'a pas pris dans ses bras ni offert de mots de réconfort. Il a juste fait un signe de tête vers le camion. Monte. Le trajet jusqu'à sa maison s'est passé en silence. Il m'a tendu un thermos de café chaud qui m'a brûlé la gorge mais m'a semblé être la vie elle-même. Quand nous sommes arrivés à sa petite maison encombrée, il m'a pointé vers la salle de bain. Il y a une douche. Les serviettes sont dans le placard. On parlera après. Quand je suis sorti, propre et portant un ensemble de ses vieux vêtements trop grands,
il était assis à la table de la cuisine avec 2 tasses de café. Il m'a regardé, ses yeux sérieux. Gamin, je suis désolé pour ta mère. Vraiment désolé. Et je suis désolé que ça soit arrivé. Tu peux rester ici pour l'instant. Mais tu dois comprendre quelque chose. Il s'est penché en avant, ses mains enroulées autour de sa tasse. Marcus est un serpent. Un serpent méchant et acculé. La meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même est de rester loin. Lâche prise. Tu vas embêter ce serpent, il va mordre. Et sa morsure est du poison. Mais Maya, dis-je, ma voix rauque, elle est encore là-bas avec lui. Je sais, dit-il, son regard tombant sur la table. Et c'est une vraie honte. Mais toi qui te précipites là-bas ne va pas l'aider. Tu vas juste te faire tuer. Il avait tort, et je le savais. Mais à ce moment-là, dans la chaleur de sa cuisine, tout ce que je pouvais faire était hocher la tête, un mensonge silencieux, tandis que le vœu de retourner la chercher se durcissait comme de l'acier dans mon cœur. Vivre avec oncle David était comme vivre dans un monde différent. Sa maison sentait la graisse et le café, pas le whisky rassis et la peur. C'était un endroit de routine tranquille, gouverné par le rythme de son travail au garage automobile. Il n'était pas un homme chaleureux, mais il était juste. Il m'a donné un lit, de la nourriture, et un ensemble de règles. Je devais m'inscrire dans un lycée local, garder la tête baissée, et rester en dehors des ennuis. Mais je vivais une double vie. Le jour, j'étais le nouveau gamin tranquille, me concentrant sur mes études avec une détermination sinistre. La nuit, j'étais un prisonnier de l'inquiétude, hanté par des images de Maya, piégée dans cette maison. J'avais réussi à donner le nouveau numéro de David à une voisine de confiance, Madame Gable, une femme âgée qui avait toujours été gentille avec ma mère. Je lui ai demandé de s'il vous plaît juste me faire savoir si elle voyait ou entendait quelque chose d'inquiétant. Pendant des semaines, il n'y a eu rien, juste le silence angoissant. Je me suis jeté dans mes études, y voyant le seul chemin vers l'avant. J'appelais chez David tous les jours après l'école, mon cœur battant jusqu'à ce qu'il donne un grognement. Rien. Puis, un jeudi après-midi, je suis rentré de l'école, et David m'attendait sur le porche, son visage tendu. Madame Gable a appelé, dit-il, évitant mes yeux. Elle a dit que Maya n'était pas allée à l'école depuis 3 jours. Elle l'a vue à travers la fenêtre hier. A dit que la gamine avait l'air malade, vraiment malade, et elle a entendu Brenda lui crier d'arrêter de pleurer. Le monde a basculé sur son axe. Malade. Brenda qui criait. Mon père qui ne faisait rien. Les scénarios qui ont défilé dans mon esprit étaient terrifiants. On doit y aller, dis-je, ma voix un commandement bas et urgent. Maintenant. David s'est passé une main sur son visage fatigué. J'ai vu le conflit dans ses yeux, la peur d'affronter Marcus, de lutter avec le fantôme de sa sœur, avec l'image d'une petite fille malade. Il m'a regardé, à la certitude désespérée sur mon visage. Merde, murmura-t-il. Monte dans le camion. Le trajet de retour vers ma ville natale a été les 40 minutes les plus longues de ma vie. Je suis resté assis sur le siège passager, mes mains serrées en poing blanc, mon esprit s'emballant. David conduisait avec le pied lourd, le moteur de la vieille Chevy gémissant en protestation. Il ne parlait pas, mais je pouvais sentir la tension rayonner de lui. Nous nous sommes arrêtés devant la maison. Elle avait l'air encore plus délabrée que quand je l'avais quittée. L'herbe était envahie et un journal jaunissait sur le porche. Reste ici, dit David. Laisse-moi y aller en premier. Non, dis-je, ma main déjà sur la poignée de la porte. On y va ensemble. Pour la première fois, il n'a pas argumenté. Nous avons monté les marches. J'ai frappé à la porte, fort et ferme. Il y a eu un bruit de traînement, puis la porte s'est ouverte d'une fente. C'était Brenda. Son visage, quand elle m'a vu, était un mélange de choc et de fureur. « Qu'est-ce que tu veux » cracha-t-elle. Je n'ai pas répondu. Je l'ai poussée et suis entré, respirant l'air fétide et étouffant de la maison. « Maya » criai-je. Une petite voix faible est venue de la chambre du fond. « Silas » J'ai couru. J'ai ouvert la porte de mon ancienne chambre et je l'ai vue. Elle était blottie sous une couverture mince sur le lit, son visage rouge de fièvre, sa respiration superficielle. L'air dans la chambre était vicié. Un verre d'eau à moitié vide était posé sur la table de nuit, juste hors de sa portée. Je me suis agenouillé près du lit, touchant son front. Elle brûlait de fièvre. « Je suis là, Maya. Je suis là maintenant. »« Tu es revenue » murmura-t-elle, des larmes montant dans ses yeux brillants de fièvre. « Qu'est-ce que tu crois faire dans ma maison ?» La voix de Marcus a résonné depuis l'embrasure de la porte. Il bloquait la sortie, sa corpulence remplissant le cadre. Avant même que je puisse me lever, oncle David s'est placé derrière lui. David était un grand homme, pas aussi large que mon père, mais grand et solide d'années à soulever des moteurs. Il a posé une main lourde sur l'épaule de mon père. « On emmène la fille, Marcus, » dit David, sa voix un grondement bas. « Elle est malade. Tu vas nous laisser sortir d'ici, et tu ne vas rien faire du tout. » Mon père a ricané, mais je l'ai vu. Un éclair de peur. C'était un tyran qui s'attaquait aux faibles. Il n'avait pas l'habitude d'être défié par un autre homme. Il a regardé du visage de pierre de David à mon visage furieux, et pour la première fois, il a vacillé. J'ai pris Maya délirante dans mes bras.
Elle semblait terriblement légère. J'ai marché vers la porte, mes yeux verrouillés sur ceux de mon père. Il s'est écarté. Alors que nous sortions, Brenda nous a crié des obscénités, mais ces mots n'avaient aucun pouvoir. Nous avons mis Maya dans le camion, et je l'ai enveloppée dans la veste de travail de David. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé en arrière. Mon père se tenait sur le porche, un homme vaincu regardant son dernier captif s'échapper. Nous n'avons pas seulement sauvé Maya ce jour-là. Nous avons brisé son emprise pour toujours. Nous avons emmené Maya directement aux urgences. Le médecin a dit que c'était un cas sévère de bronchite, frôlant la pneumonie. Encore un jour ou deux sans traitement, avait-il dit gravement, et ça aurait pu être une histoire différente. Le diagnostic était une confirmation glaçante de ce que je savais déjà. Rester dans cette maison l'aurait tué. Cette visite à l'hôpital a été le dernier coup dans le cercueil de mon enfance. Avec le rapport d'un médecin et le témoignage d'oncle David, obtenir la garde de Maya était une formalité. Marcus et Brenda ne se sont même pas présentés à l'audience. Ils l'ont juste laissé partir, la rejetant aussi facilement qu'ils m'avaient rejeté. Maya s'est épanouie dans la sécurité de la maison d'oncle David. La peur a lentement reculé de ses yeux, remplacée par l'étincelle joyeuse d'une fillette normale de 8 ans. Mon but, autrefois une braise brûlante de rage, avait maintenant une flamme claire et brillante. Je construirais une vie pour nous où personne ne pourrait jamais plus lui faire de mal. Et je savais que cette vie ne pouvait pas être construite avec mes poings. Elle devait être construite avec mon esprit. Après avoir terminé le lycée, je me suis inscrit dans une université d'État à quelques heures de là. J'ai travaillé 2 emplois, un dans une bibliothèque universitaire, un comme serveur dans un restaurant graisseux, pour payer mon petit appartement et envoyer de l'argent à David pour les soins de Maya. Les années ont été un flou d'épuisement et de caféine. J'étais alimenté par un objectif singulier et obsessionnel. J'irai à l'école de droit. Je deviendrai l'arme que ma famille n'avait jamais eue. J'ai étudié les sciences politiques, mon emploi du temps rempli de cours de pré-droit. Dans ces amphithéâtres, j'ai appris que la justice n'était pas un idéal lointain et abstrait. C'était un système de règles, de procédures et d'échappatoires. C'était un jeu, et j'étais déterminé à le maîtriser. Il y avait un professeur, Alistair Finch, qui a vu à travers ma façade soigneusement construite. C'était un homme brillant et brutalement honnête qui enseignait le droit constitutionnel. Un jour dans son séminaire, nous débattions d'un cas impliquant les droits parentaux et l'intervention de l'État. J'ai argumenté avec une passion qui allait au-delà de l'académique. J'ai parlé du devoir de l'État de protéger les enfants des foyers qui n'étaient pas des foyers, mais des prisons. Ma voix était tendue, mes arguments imprégnés d'une fureur personnelle. Après le cours, Finch m'a appelé dans son bureau. C'était un espace encombré de livres et de dossiers juridiques, l'air épais de l'odeur de vieux papier. Thorne, dit-il, me regardant par-dessus ses lunettes. C'était un bon argument, mais c'était un argument du cœur, pas de la tête. Je peux voir le feu dans ton ventre. Je le vois chez quelques étudiants chaque décennie. Laisse-moi te donner un conseil. Il s'est penché en arrière dans sa chaise en cuir. Ce feu fera de toi soit un grand avocat, soit il te fera radier du barreau. La loi ne se soucie pas de tes sentiments. Elle ne se soucie pas de ce qui est juste. Elle se soucie des preuves, de la jurisprudence, et de la procédure. Tu veux gagner? Tu veux protéger les gens? Tu apprends à être froid. Tu apprends à prendre cette rage et à la forger en scalpel, pas en torche. Une torche brûle tout, y compris toi. Un scalpel peut découper le cancer. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel point. Il avait raison. Ma rage m'avait mené jusque-là, mais c'était un instrument contondant. Pour affronter un monstre comme mon père, j'avais besoin de plus que de la fureur. J'avais besoin d'être plus intelligent, plus froid, plus calculateur. J'avais besoin de devenir un chirurgien de la loi. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai été accepté dans une école de droit prestigieuse avec une bourse partielle. Le soir où j'ai reçu la lettre d'acceptation, j'ai appelé Maya. Elle était adolescente maintenant, sa voix pleine de vie. Quand je lui ai dit, elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Tu vas être avocat, Silas » cria-t-elle. Des larmes que je ne savais pas avoir me piquèrent les yeux. Presque, gamine, dis-je, ma voix épaisse. Presque arrivée. J'ai regardé la photo d'elle sur mon bureau, une fillette de 7 ans souriante aux dents manquantes, prise la semaine après qu'elle soit venue vivre avec nous. Je ne fuyais plus seulement mon passé. Je construisais l'arme pour finalement l'affronter. L'école de droit était un creuset. Elle était conçue pour te briser et te reconstruire. Tandis que mes camarades de classe stressaient sur les notes et les postes d'associé d'été, j'étais poussé par quelque chose de bien plus primitif. J'ai choisi de me spécialiser en droit de la famille, un domaine que beaucoup de mes pairs ambitieux méprisaient comme désordonné et émotionnel. Pour moi, c'était la ligne de front. C'était là que les vraies batailles se livraient, pas dans les salles de conseil d'entreprise, mais dans les foyers brisés. Chaque dossier que je lisais sur la violence domestique. Chaque histoire d'une femme piégée ou d'un enfant terrorisé était un reflet de mon propre passé. Je les lisais avec une concentration clinique, comme le professeur Finch me l'avait conseillé, mais à l'intérieur, le feu brûlait encore. J'apprenais à être le scalpel. Après l'obtention du diplôme, j'ai passé le barreau et j'ai pris un poste d'associé junior dans un petit cabinet respecté du Delaware. C'était le genre d'endroit qui gérait les réalités désordonnées de la vie. Divorce,
bataille pour la garde, ordonnance de protection. Mon patron, un avocat senior nommé Monsieur Peterson, était un homme perspicace et empathique qui a rapidement reconnu ma motivation. Il m'a jeté dans le grand bain, et j'ai nagé. J'avais 24 ans. 8 ans avaient passé depuis que j'avais été jeté hors de ma maison. 8 ans depuis que j'avais vu mon père pour la dernière fois. J'avais construit une nouvelle vie. Maya prospérait, vivant avec David et prévoyant d'aller dans un collège communautaire. Le passé était une cicatrice, mais c'était une cicatrice qui s'était estompée en une douleur sourde. Je pensais l'avoir contenue. Puis, un mardi matin, le fantôme de mon passé a franchi la porte d'entrée de mon bureau. La réceptionniste a appelé mon poste. Silas, Monsieur Peterson aimerait que tu assistes à une consultation avec un nouveau client. Un cas de violence domestique. J'arrive, dis-je, attrapant un bloc-notes légal. Je suis entré dans le bureau de Monsieur Peterson. Il était assis derrière son grand bureau en acajou. En face de lui, me tournant le dos, était assise une femme aux cheveux blonds décolorés et filasses. Silas, voici Brenda Thompson, dit Monsieur Peterson. Elle demande un divorce et une ordonnance de protection d'urgence contre son mari. Mon stylo s'est arrêté de bouger. Thompson. Elle avait changé de nom. La femme a tourné la tête, et mon souffle s'est coincé dans ma gorge. C'était elle. Le temps ne lui avait pas été clément. Son visage était émacié, sa peau jaunâtre. Elle portait de grandes lunettes de soleil, mais elle ne pouvait pas cacher le bleu, les violets et jaunes qui tachaient sa pommette gauche. La femme arrogante et cruelle de mes souvenirs avait disparu, remplacée par une créature terrifiée et brisée. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité quand elle m'a reconnu. Silas, murmura-t-elle, sa voix un râle sec. Mon Dieu, est-ce que c'est? Est-ce vraiment toi? La pièce semblait rétrécir, l'air se raréfiant. Je pouvais sentir le regard perçant et curieux de Monsieur Peterson sur moi. C'était un test. Un test de l'univers lui-même. Ma vie ancienne et ma nouvelle vie entraient en collision dans ce bureau tranquille et moquetté. Mon cœur était un tambour de guerre dans ma poitrine, mais je me suis souvenu des mots du professeur Finch. Soit le scalpel, pas la torche. J'ai pris une respiration et forcé ma voix à être stable, professionnelle et froide. Oui, dis-je, regardant non pas elle, mais le dossier sur le bureau. Je suis Silas Thorne, associé dans ce cabinet. J'ai levé les yeux, rencontrant son regard choqué sans broncher. Maintenant, Madame Thompson, pourquoi ne nous dites-vous pas ce que votre mari, Marcus Thorne, vous a fait? L'ennemi était venu me demander de l'aide, et je savais dans ce moment déchirant que c'était ça. C'était ma chance, non pas pour une simple vengeance, mais pour la justice. Mon père n'avait aucune idée que l'homme qui tenait maintenant son avenir entre ses mains était le même garçon qu'il avait jeté sous la pluie 8 ans auparavant. Préparer le cas était comme effectuer une chirurgie sur ma propre âme. Chaque document que je révisais, chaque photographie du corps meurtri de Brenda, était un fantôme des blessures de ma mère. Les récits larmoyants de Brenda sur la rage croissante de Marcus, les objets lancés, l'abus verbal, les menaces, étaient des échos des sons qui avaient hanté mes nuits d'enfance. Il a fallu chaque once de ma formation pour séparer l'avocat du fils vengeur. Mon patron, Monsieur Peterson, était perspicace. Tu as une histoire avec cet homme, n'est-ce pas, Silas, m'a-t-il demandé un soir après que nous ayons passé des heures à rédiger la pétition. Je lui ai finalement tout dit. Pas tout, mais assez. C'était mon père. Il m'a jeté dehors quand j'avais 16 ans. Ma mère est morte dans cette maison. Peterson a écouté sans interruption, son expression illisible. Quand j'ai terminé, il a juste hoché la tête lentement. D'accord, c'est ton affaire à mener. Je serai là pour te soutenir, mais tu es aux commandes. Dis-moi juste si ça devient trop. C'était un geste profond de confiance, et cela a solidifié ma résolution. Marcus a engagé un avocat local bon marché et agressif dont la stratégie était claire, peindre Brenda comme une menteuse instable et hystérique. Quand Marcus a reçu les papiers, il a appelé le bureau, criant pour me parler. J'ai écouté calmement pendant qu'il déversait un torrent d'abus et de menaces avant d'instruire la réceptionniste de l'informer que toute communication future devait passer par son conseil juridique. Il était habitué à gagner par l'intimidation. J'allais le battre avec la procédure. Le plus grand défi était Maya. Légalement, elle était adulte et pouvait être un témoin puissant de son comportement passé. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas la traîner de nouveau dans ce traumatisme, la mettre sur un banc des témoins pour l'affronter. Alors j'ai pris une décision difficile. Cette affaire porterait sur Brenda et Brenda seule. Mon passé serait le combustible, pas la preuve. Mais Marcus, fidèle à sa forme, a essayé de traîner Maya lui-même. Une semaine avant l'audience, il l'a appelée. Il n'a pas crié. Il a pleuré. Il lui a dit qu'il était un homme changé, qu'il était malade, que Brenda était une chercheuse d'or essayant de tout lui prendre. Il l'a supplié de venir au tribunal et dire au juge quel bon père il essayait d'être. C'était une performance vile et manipulatrice. Maya m'a appelé, sanglotant et confuse. J'ai passé 2 heures au téléphone avec elle, la rassurant, lui rappelant sa vraie nature. Tu ne lui dois rien, Maya, lui ai-je dit, ma voix dure comme l'acier. Tu ne lui dois rien. Le jour de l'audience est arrivé. La salle d'audience était petite et étouffante. J'ai vu mon père de l'autre côté de la pièce. Il était plus mince, plus gris,
mais ses yeux tenaient la même arrogance froide. Quand il m'a vu assis à côté de Brenda à la table du demandeur, un sourire lent et méprisant s'est étalé sur son visage. Il pensait encore avoir le contrôle. Le témoignage de Brenda était atroce. Elle a chroniqué les années d'abus depuis que Maya et moi étions partis, sa voix tremblante mais stable. Quand l'avocat de mon père l'a contre-interrogé, il était brutal, tordant ses mots, impliquant qu'elle provoquait les coups. J'ai objecté encore et encore, ma voix résonnant froide et précise. Puis mon père a pris la barre. Il était un maître performeur. Il a versé des larmes de crocodile, prétendant qu'il aimait Brenda et que son alcoolisme était une maladie, pas un péché. Il a dit qu'il était juste un homme à l'ancienne avec un tempérament. Son avocat a présenté un témoin, Hank, son vieux copain de beuverie. Hank a menti effrontément, jurant qu'il n'avait jamais vu Marcus lever la main sur quiconque. C'était mon tour de contre-interroger. J'ai marché lentement vers la barre des témoins. Hank, ai-je commencé, ma voix calme. Vous avez dit que vous étiez avec Monsieur Thorne le soir du 4 juin, et qu'il était sobre et calme. C'est exact? C'est exact, dit Hank, bombant le torse. Intéressant, dis-je, prenant un document. Parce que selon les dossiers de la loterie d'État, le 4 juin, vous avez encaissé un billet à gratter de $500 dans un magasin d'alcool à 20 miles de la ville à 21h. Un rapport de police que j'ai ici montre qu'à 23h cette même nuit, Monsieur Thorne a percuté sa camionnette dans une boîte aux lettres et a été cité pour conduite en état d'ivresse. Étiez-vous avec lui à ce moment-là aussi? Le visage de Hank est devenu pâle. Il a bégayé. Le juge l'a foudroyé du regard. Sa crédibilité était anéantie. Mais la pièce finale est venue d'une boîte de papier que Brenda m'avait donnée. Enfouie au fond était une vieille lettre pliée. Elle ne parlait pas d'elle. Elle était adressée à oncle David, de l'écriture de ma mère, datée d'un mois avant sa mort. Ma main a tremblé quand je l'ai lue. David, je pense qu'il sait que je prévois de partir. J'ai économisé un peu d'argent. J'ai peur. Il m'a dit la nuit dernière qu'il préférerait me voir morte qu'avec quelqu'un d'autre. Elle n'était pas admissible dans cette audience. Elle ne pouvait pas prouver qu'il l'avait tuée. Mais c'était une preuve pour moi. C'était la voix du fantôme dans la pièce. Dans ma plaidoirie finale, je n'ai pas élevé la voix. J'ai méthodiquement exposé les preuves. Les rapports de police. Les dossiers médicaux. Les messages vocaux menaçants. Le témoignage discrédité. J'ai parlé du modèle de contrôle et de violence. Je n'ai jamais dit le mot « mère » une seule fois. Mais j'ai regardé directement l'homme qui avait été mon père, et je me suis assuré qu'il savait que chaque mot était pour elle. Le juge, une femme au visage sévère nommée juge Miller, a pris moins de 20 minutes pour revenir avec sa décision. L'air dans la salle d'audience était épais d'un silence qui semblait plus lourd que le son. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains reposant sur la table, mon regard fixé devant. À côté de moi, Brenda tordait un mouchoir en lambeaux. De l'autre côté de la pièce, mon père se penchait en arrière sur sa chaise avec un air de confiance ennuyé, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient agaçant. Le juge Miller s'est éclairci la gorge et a mis ses lunettes. Après avoir examiné les preuves présentées et le témoignage donné, a-t-elle commencé, sa voix nette et autoritaire, cette cour trouve un modèle clair et convaincant de violence domestique et de contrôle coercitif perpétré par le défendeur, Monsieur Marcus Thorne, contre le demandeur, Madame Brenda Thompson. J'ai senti un léger tremblement traverser Brenda, une libération de souffle qu'elle avait probablement retenue pendant des années. Je suis resté immobile. Par conséquent, continua le juge, ses yeux se concentrant sur mon père. La Cour accorde une ordonnance de protection permanente en faveur de Madame Thompson. Monsieur Thorne ne doit avoir aucun contact avec elle, direct ou indirect, et doit rester à au moins 500 mètres de sa personne, de sa résidence, et de son lieu de travail. Le sourire confiant de mon père a finalement disparu, remplacé par un froncement de sourcils sombres. De plus, dit le juge, sa voix devenant plus froide. La Cour ordonne à Monsieur Thorne d'assister et de compléter un programme d'intervention pour batteurs de 52 semaines. Les biens matrimoniaux seront divisés en faveur du demandeur, étant donné l'histoire de violence financière du défendeur. Cette Cour transmettra également ce dossier au bureau du procureur de district pour examen d'éventuelles accusations criminelles. C'était une victoire complète et totale, plus que ce que j'avais espéré. Il ne perdait pas seulement sa femme. Il perdait sa maison, son argent, et sa liberté était maintenant en péril. Le marteau est tombé avec un claquement sec, le son scellant son destin. Alors que l'huissier conduisait un Marcus rouge de colère et marmonnant hors de la salle d'audience, il n'y a eu aucune poussée de joie triomphante en moi. Il n'y a eu aucune exaltation. Il n'y a eu qu'un calme profond. Un vide vaste et résonnant où la rage et le chagrin avaient vécu si longtemps. Le feu qui m'avait alimenté pendant 8 ans était finalement éteint, laissant derrière un paysage de cendres grises et froides. C'était fini. Monsieur Peterson m'a tapé sur l'épaule. Tu as bien fait, Silas. Vraiment bien. J'ai juste hoché la tête, incapable de former des mots. Brenda est venue vers moi, des larmes coulant librement sur son visage, mais c'étaient des larmes de soulagement, pas de peur. Merci, murmura-t-elle, sa voix épaisse. Silas, je suis tellement désolé. Pour tout. Pour toi et Maya. J'ai levé une main, l'arrêtant doucement. J'ai regardé cette femme que j'avais autrefois haïe, maintenant juste une autre victime dans la longue traînée de destruction de mon père.
Je n'ai pas fait ça pour toi, Brenda, dis-je, ma voix égale et calme. Je l'ai fait pour ma mère. Sans un autre mot, je me suis retourné et j'ai quitté la salle d'audience, laissant derrière moi elle et mon passé. Je suis sorti dans le soleil brillant de l'après-midi, et pour la première fois depuis que j'avais 16 ans, j'ai senti le poids lourd de mon histoire se soulever de mes épaules. Je n'étais plus un fils vengeur. Je n'étais plus une victime. J'étais juste un homme qui avait une longue marche tranquille jusqu'à son bureau. Les mois qui ont suivi le verdict ont été une période de recalibrage silencieux. Le monde a continué de tourner, mais le moteur qui dirigeait ma vie avait fondamentalement changé. La nouvelle que mon père, faisant face à des accusations criminelles, avait été forcé de vendre la maison sur Red Clay Road pour couvrir ses frais juridiques m'est parvenu par oncle David. Il n'a pas demandé si je voulais la voir une dernière fois. Il n'en avait pas besoin. Je savais que je devais y aller. J'ai conduit là-bas un samedi gris de mars. La maison avait l'air encore plus petite et plus triste que dans mes souvenirs, une relique oubliée d'un passé douloureux. Le panneau « à vendre » planté dans la pelouse envahie était comme une pierre tombale. Il était là, emballant les dernières de ses affaires dans des boîtes en carton. Quand il a vu ma voiture s'arrêter, il n'a pas couru ni ne s'est caché. Il s'est juste tenu sur le porche, me regardant, un homme attendant son jugement final. J'ai monté les marches, qui ont gémi sous mon poids. Il ressemblait à un étranger. La corpulence avait disparu, remplacée par une maigreur fragile. Ses cheveux étaient presque complètement blancs. L'arrogance froide dans ses yeux avait été remplacée par un vide creux et vaincu. Nous sommes restés là pendant un long moment, le silence s'étirant entre nous. « Tu dois me haïr » dit-il finalement, sa voix un bruissement sec de feuilles. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la peur, au bleu, à la porte claquée, aux années de colère qui avaient été mon compagnon constant. Et j'ai trouvé, à ma propre surprise, que le feu était vraiment éteint. La haine est trop lourde à porter pour toujours, dis-je, ma voix stable. C'est comme porter un cadavre sur son dos. J'ai fini de le porter. Il a regardé ses mains tremblantes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ces choses, Silas. L'alcool, ça m'a transformé en monstre. Je sais que ce n'est pas une excuse. Non, ai-je acquiescé calmement. Ce n'en est pas une. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai pas vu le monstre de mes cauchemars. J'ai vu un homme pathétique et faible qui avait reçu une famille et l'avait systématiquement détruite, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de boîtes en carton et une maison pleine de fantômes. Il s'était détruit plus complètement que je n'aurais jamais pu le faire. Je ne te pardonne pas, dis-je, les mots sortant nets et tranchants. Je ne le ferai jamais, pour ce que tu as fait à elle et à nous. Mais j'ai fini de te laisser vivre dans ma tête. Tu n'es qu'un vieil homme triste dans une maison vide. Au revoir, Marcus. Je me suis retourné et je suis parti, et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de ses excuses ou de ses confessions. Ma paix n'était pas en lui. Elle était en moi. Elle était dans l'acte de m'éloigner, libre. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'au parc pour rencontrer Maya. Elle était maintenant une jeune femme brillante et confiante, étudiant pour devenir technicienne vétérinaire. Les ombres du passé touchaient rarement ses yeux maintenant. Dans mes bras, je portais un petit plant en peau. Un chêne. Nous avons trouvé un endroit ensoleillé près du lac, et ensemble, nous avons creusé un trou dans la terre douce. Nous avons placé le plant dedans, ses jeunes racines s'étendant dans la nouvelle terre. Alors que nous tassions la terre autour de sa base, j'ai pensé aux mots de ma mère il y a toutes ces années. Les racines sont profondes. Il tient bon. Je n'avais pas pu sauver le vieil arbre, mais je pouvais en planter un nouveau. Avec Maya à côté de moi, sous un ciel clair et ouvert, je savais que ma promesse était enfin, vraiment accomplie. La douleur faisait partie de mon histoire, une cicatrice sur mon âme. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Ce n'était pas ma définition. Mes racines étaient maintenant les miennes, et elles poussaient enfin dans la lumière.